Alors, nous allons reprendre les travaux. On accueille notre prochain groupe, la coalition Québec Meilleure Mine. Donc, bienvenue à vous deux. Je vais vous laisser le soin de vous présenter avec votre titre complet et vous pourrez débuter là, tout de suite après votre allocution de 10 minutes. Va s'en suivre la période d'échange. La parole est à vous. Bonjour, Monsieur le Président. Merci pour votre accueil. Merci également au ministre délégué à l'économie, au PME, député de Beauce-Sud, membre de la Commission de l'économie du travail, élu de tous les partis représentés à l'Assemblée nationale et membre de vos équipes. Merci de nous recevoir. Je m'appelle Rodrigue Turgeon. Je suis co-porte-parole de la coalition Québec Meilleure Mine, également co-responsable du programme national chez Mining Watch Canada. Bonjour à tout le monde, je suis Émile Cloutier-Brassard, je suis membre du comité de coordination de la coalition Québec Meilleure Mine ainsi que responsable des dossiers miniers pour Au Secours, qui est un membre actif de la coalition. Fondée en 2008, la coalition Québec Meilleure Mine regroupe aujourd'hui une quarantaine d'organisations qui représentent collectivement plus de 250 000 individus de toutes les régions du Québec. Notre mission est de rendre le Québec sobre en métaux et minéraux et d'en faire une province qui priorise la protection de l'environnement et le respect des populations locales dans toute la chaîne de production et de consommation des matériaux miniers. La coalition regroupe des organismes citoyens, des organismes environnementaux, des syndicats, des universitaires, des associations de médecins. Depuis 2014, nous sommes membres du comité consultatif du ministre des Mines du Québec. Donc, nous avons réalisé une analyse article par article des dispositions du projet de loi 11 concernant le secteur minier. Nous vous présenterons dans un moment les grandes lignes de notre analyse, mais d'abord, nous voulions vous partager notre lecture du contexte dans lequel celui-ci s'inscrit. Chaque année, les lobbyistes de l'industrie minière multiplient les mandats, sorties publiques, rencontres avec des élus et titulaires de charges publiques dans le but d'augmenter leurs bénéfices en réduisant les exigences qui leur incombent. Cette approche est même encouragée par le gouvernement du Québec qui invite les représentants d'entreprises à lui proposer des allègements réglementaires. Vouloir apporter des changements au régime minier n'a rien de problématique, soulignons-le, tellement celui-ci repose sur des bases archaïques et profondément inégalitaires. Tout dépend cependant de l'intention du législateur et des effets qu'entraînent ces modifications. Hélas, nous croyons que le gouvernement du Québec fait fausse route avec le présent projet de loi 11 et plus largement avec d'autres projets de loi qui effritent la démocratie et les fondements de nos lois environnementales. On peut penser au projet de loi 11 qui vise à accélérer l'octroi des autorisations pour la réalisation des projets prioritaires. Mais dans l'ensemble, concernant le projet de loi 11, nous retenons que le gouvernement réemploie la vieille méthode qui consiste à retirer des exigences réglementaires ou administratives, mais sans limiter les pratiques problématiques de l'industrie minière qui génèrent des impacts inacceptables ou alimentent des conflits sur le territoire et surtout sans prévoir l'ajout de renforts au sein de la fonction publique. La principale erreur qui saute aux yeux en lisant le contenu du projet de loi 11, c'est le fait qu'il ne répond pas au plus grand enjeu qui pèse actuellement sur le secteur minier dans la province, soit le contrôle sur l'accès aux ressources minérales par les entreprises ou États qui menacent la souveraineté du Québec. C'est pourtant le ministère du Conseil exécutif du gouvernement du Québec qui soutenait lui-même en novembre dernier que se complaire dans la dépendance envers les États-Unis n'est pas souhaitable et qu'il nous faut obtenir un meilleur contrôle de nos ressources naturelles. Ce même regard-là était porté il y a de cela quelques années sur d'autres puissances dans le monde. À nos yeux, cet enjeu de souveraineté territoriale est non négociable et chaque projet de loi déposé devant l'Assemblée nationale devrait nous rapprocher de ce contrôle sur les ressources minérales, ce qui n'est pas le cas à la face même du projet de loi 11. Les mesures qui sont proposées dans le PL 11 concernant le secteur minier ne s'adressent pas, à notre avis, à des PME, comme l'indique son préambule, mais plutôt à des grandes compagnies dont plusieurs sont cotées en bourse ou constituent des filiales de multinationales, la plupart étant basées à l'extérieur du Québec. Nous croyons important, pertinent de vous rappeler l'importance que votre travail serve réellement les intérêts du public et non strictement ceux des multinationales minières qui opèrent et convoitent les ressources minérales du Québec. Notre proposition de solution, la voici. Nous vous invitons, la Commission, à poursuivre le travail de réforme du régime minier entamé en 2024. On vous invite à accentuer vos efforts qui visent à filtrer le bassin des promoteurs et des projets miniers en ajoutant des mesures réglementaires qui permettront d'écarter les projets nuisibles, les fiascos voués à l'échec, les déficits, tant pour l'État, les promoteurs que toutes les parties prenantes. Plus le filtre sera efficace et précis,
en inscrivant comme condition de base le droit au consentement préalable libre et éclairé des peuples autochtones, plus les promoteurs sérieux vont voir leur développement de leur projet accéléré. Hélas, on observe que le gouvernement du Québec se précipite dans une course vers le bas avec le fédéral, d'autres provinces canadiennes comme l'Ontario, la Colombie-Britannique qui veulent accélérer des projets miniers en sabrant dans les mesures environnementales et démocratiques. Par ailleurs, comme l'évoquait en introduction Rodrigue, on observe un niveau d'activité lobbyiste extrêmement fort en ce moment et il semble à certains égards que cette dynamique génère une certaine confusion autour des enjeux prioritaires adressés. C'est donc vraisemblablement en écho à tout cela qu'émerge l'idée qu'il faille impérativement réduire les 160 permis ou formalités pour ouvrir une mine. Or, dans le contexte actuel, le chiffre n'a pas tellement d'importance. Ce qui ressort de telles affirmations, c'est qu'on appuie d'importantes décisions de réforme législatives ou réglementaires, principalement sur le discours des lobbyistes, dont le mandat n'est pas de servir l'intérêt public. Ainsi, il importe de contre-vérifier ces informations qui vous sont présentées comme vraies et de contre-vérifier la pertinence de ces permis, quel qu'en soit le nombre, pour encadrer des impacts carrément irréversibles attribuables aux activités de grande ampleur du secteur minier. En effet, il nous apparaît important de rappeler qu'il est, dans bien des cas, question de multinationales qui n'ont rien de PME, qui jonglent avec des explosifs et qui génèrent des milliards de tonnes de déchets toxiques pour ne nommer que quelques-uns des enjeux. La moindre des choses dans un tel contexte, c'est donc qu'on maintienne un cadre juridique prévisible et strict à l'égard d'activités aussi impactantes. Rappelons également qu'en dépit du contexte géopolitique actuel, la menace la plus inéluctable qui nous guette collectivement est la détérioration dangereusement rapide de l'environnement. En effet, le groupe de recherche Uranus nous apprenait notamment il y a 2 semaines à peine que la température hivernale du Québec est en voie de franchir la barre des 6,6 degrés d'augmentation d'ici la fin du siècle. On peut tout simplement plus se permettre de faire l'impasse sur ces questions. Il en va de notre survie. Dans un tel contexte, aucun recul environnemental n'est acceptable. Et nous tenons à vous rappeler ici qu'il s'agit bien de la position de la majorité de la société civile, puisque 59% de la population québécoise estime, d'après un récent sondage léger, que l'industrie minière et les gouvernements n'en font actuellement pas assez pour protéger l'environnement. Enfin, il importe de rappeler que la précipitation souhaitée des projets miniers est annonciatrice de catastrophes sociales et environnementales. Or, la réparation de chacune de ces catastrophes potentielles nous coûtera vraisemblablement bien plus cher en temps, en argent et en bien-être collectif que leur simple prévention sans chercher à toujours précipiter les projets miniers. Pour revenir à l'analyse du projet de loi 11, il ne contient qu'une dizaine d'articles relatifs à l'encadrement du secteur minier, comme vous le savez. Parmi ces dispositions, nous attirons votre attention sur 5 mesures problématiques qui ont retenu la nôtre. D'abord, au sujet du renouvellement du bail minier, trouvons tout à fait inacceptable que le ministre des Ressources naturelles n'ait plus à motiver par écrit une telle décision. Ce changement est d'autant plus choquant considérant que tous les autres types de décisions prises en vertu du même article dans la loi sur les mines doivent être écrites et motivées et doivent continuer de l'être. Or, tous ces autres cas de figure qui doivent être motivés par écrit portent sur des décisions qui sont largement défavorables aux intérêts des grandes compagnies minières. Pour la plupart, des multinationales au stade de l'exploitation, ce sont celles qui possèdent des baux miniers. Nous aimerions bien comprendre comment le ministre des Ressources naturelles entendra établir les conditions et obligations de renouvellement du bail minier si elles ne sont pas motivées par écrit. En ce qui a trait aux dispositions concernant le renouvellement des autorisations de travaux d'exploration minière à impact, nous invitons la Commission à adopter des amendements pour mettre en place un système qui prévoirait la possibilité de renouveler ces ATI au terme de leur période de validité en leur imposant des conditions. Une telle approche nous paraît plus simple à administrer pour l'État et plus claire pour les communautés autochtones et locales visées. Ça éviterait aussi d'avoir plusieurs numéros d'ATI différents sur les mêmes claims miniers durant toute la durée des travaux d'exploration. Et puis, enfin, concernant l'article 56 du projet de loi, on vous invite à adopter des amendements pour harmoniser la période de validité des ATI avec celle des claims miniers, des droits exclusifs d'exploration, plutôt que de prolonger de 3 ans la période de tous les ATI. Ceci dit, on vous enjoint de le faire sans prolonger à 3 ans la durée de tous les claims miniers, puisque ceux-ci d'une durée de 2 ans à partir de leur renouvellement. C'est important de garder ça comme tel. De plus, l'article 57 du projet de loi 11 prévoit une abrogation complète de l'article 71.1 de la loi sur les mines. C'est une modification qui retire l'obligation de fournir un compte-rendu des travaux d'exploration minière réalisés annuellement, ainsi que la date butoir imposée à ces redditions de comptes. Pourtant, les travaux d'exploration ne font l'objet d'aucune consultation, d'aucune évaluation environnementale et
à peu près d'aucun suivi. Il nous semble donc qu'on se prive ici d'informations importantes et relativement simples à acquérir sur la tenue réelle des travaux d'exploration minière au sujet desquels on n'a pourtant déjà pratiquement pas d'informations. De plus, en ce qui concerne le retrait d'une date butoir, il nous semble que cette modification ajoutera une charge supplémentaire sur les épaules du ministère des Ressources naturelles, qui risque de devoir entamer des démarches additionnelles de suivi ou accepter de recevoir des rapports à n'importe quel moment de l'année. Ça ne pourrait, à notre avis, qu'embourber finalement davantage les opérations du ministère. On propose donc plutôt de maintenir l'article 71.1 de la loi sur les mines. Par ailleurs, on tient à rappeler que le secteur minier est responsable de la destruction de plus de 30% de la superficie des milieux humides et hydriques perdus au cours des 9 dernières années. Or, l'article 183 du PL 11 propose de modifier de façon inquiétante l'article 17.2 de la loi sur l'eau qui prévoit la réalisation d'un bilan décennal de cette destruction et de sa compensation. Suivant la modification proposée, cet outil se contenterait de nous communiquer un banal calcul comptable de comparaison des superficies des milieux humides et hydriques détruites par rapport aux superficies compensées. Pourtant, on sait que l'État québécois ne déploie pas d'efforts adéquats pour assurer une protection suffisante de ces milieux naturels. En effet, on observe notamment qu'à peine plus d'1% des fonds versés à titre de compensation des milieux humides et hydriques détruits depuis 2017 ont été réinvestis dans la restauration ou la création de nouveaux milieux. Il nous apparaît donc qu'on se prive ici encore d'informations et d'outils essentiels pour encadrer les impacts du développement minier notamment. Et on estime préférable, en l'occurrence, de maintenir ou de renforcer la pertinence des bilans exigés aux 10 ans en vertu de la loi sur l'eau, au contraire de ce qui est proposé dans le projet de loi. En terminant, on aimerait rappeler qu'il importerait à l'avenir, et afin de viser une amélioration réelle du secteur minier et de son encadrement, de prioriser davantage une écoute réelle de l'État envers la société civile et ses revendications, des efforts orientés vers la réduction de la surconsommation minérale de la province, une protection accrue de l'environnement et de la santé de la population et la diversification des économies régionales au sein desquelles le secteur minier occupe une place encore aujourd'hui assez importante. Donc voilà, merci à tous et toutes pour votre écoute. Merci, Monsieur le Président, pour la considération que vous apportez à notre réflexion, pour votre invitation et pour la lecture de notre mémoire et de nos recommandations d'amendement. Parfait. Merci à vous deux. On débute la période d'échange. Monsieur le ministre, vous avez 14 minutes, 30 secondes. Oui, effectivement. Alors, bonjour, messieurs Turgeon et monsieur Cloutier-Brassard. Content de vous voir. Et effectivement, je vous ai laissé de mes précieuses minutes pour que vous puissiez compléter votre exposé, parce que c'est toujours agréable de voir des gens qui s'impliquent dans des causes au Québec. On est souvent à l'ère de l'individualisme et du je. Alors, vous parlez au nous. Donc, je trouve ça fort intéressant des gens qui s'impliquent, qui ont à cœur, oui, notre environnement, mais aussi de la façon dont le développement se fait et se comporte. Alors, merci pour le ton et votre contribution très importante aux travaux de notre commission. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur le positionnement d'abord de l'organisation face à l'industrie minière. Si je comprends bien, vous n'êtes pas contre l'exploration, l'exploitation minière au Québec, mais vous nous dites qu'on doit le faire selon certains barèmes, certains enjeux, certaines clarifications, et vous trouvez que le projet de loi 11, ça enlève ça. Est-ce que j'ai bien saisi votre exposé? Depuis effectivement 2008, la Coalition Québec Meilleure Mine a été fondée dans l'objectif d'améliorer les pratiques minières au Québec, l'encadrement minier par les lois, les règlements. Donc, notre présence en commission parlementaire aujourd'hui s'inscrit dans cette idée-là d'améliorer l'encadrement des mines. Vous nous avez jamais entendu dire sous aucune tribune que nous sommes contre les mines, contre l'industrie minière. Ce que nous visons, c'est une amélioration de notre relation à l'égard des minéraux. Et le point le plus important, sur lequel on insiste à toutes les fois, c'est de dire notre société, c'est un rappel, nous consommons trop de minéraux, nous en exploitons davantage comparativement à ce que la planète est en mesure de nous fournir de manière responsable et même viable. Donc, dans les travaux qui vous occupent aujourd'hui et dans l'idée d'alléger le fardeau réglementaire qui pèse sur les épaules de l'État, c'est pourquoi nous vous amenons dans une avenue où, si on veut vraiment accélérer le développement des projets qui sont moindrement pertinents et intéressants, pourquoi on mettrait pas les conditions en place pour écarter ceux qui, à leur face même, ne font qu'embourber la machine et causer des problèmes. C'est une avenue qui avait été initiée, en fait, à notre grande, je dirais pas surprise, mais appréciation dans le cadre des travaux qui faisaient suite
en 2024 à une consultation nationale sur l'encadrement minier. La population veut aller dans cette direction-là, de réduire notre exploitation, consommation minérale. Et l'idée, c'est pas de dire on en fait moins ici puis on en fait plus ailleurs dans le monde. C'est de dire on doit réduire la pression que la société québécoise a sur l'environnement, sur les ressources naturelles. Oui, tout à fait. Puis, dans certains cas, on peut partager plusieurs préoccupations. Vous avez dit lors de votre exposé que le gouvernement était à la solde des lobbies miniers. Là. Je vous annonce que moi, il n'y a personne, il n'y a pas un lobby sur la planète là, qui est capable de me toucher. Là. Mon équipe pourrait vous le dire, Greg Kelly aussi, puis Alejandra aussi. Là. On est pas mal tous des gens... Oh, excusez-moi. Mes collègues députés des oppositions, je suis convaincu qu'ils sont à la solde d'aucun lobby. Je les connais personnellement, c'est que je faisais appel à leur prénom en termes d'individus. Alors, ça, je tiens à vous rassurer là-dessus parce que, évidemment, on est dans le cadre du développement économique au Québec. Vous connaissez les chantiers qui sont en cours sur les minéraux critiques, les minéraux stratégiques, sur la compétition mondiale dans laquelle on fait face également à ce niveau-là et des retombées économiques importantes puis des investissements importants qui peuvent se faire au Québec. Somme toute, dans le projet de loi, puis on pourrait certainement en débattre, mais le temps va nous manquer, mais le retrait des limitations... Non, excusez-moi, là, j'étais dans l'alcool. OK, parfait. Alors, c'est pas le même. Désolé, je vais l'avoir. Alors, la prolongation de la durée d'une autorisation de travaux à impact de 2 à 3 ans. La prolongation d'un délai de transmission de l'avis de suspension des travaux dans une mine de 6 mois à 1 an. La simplification du processus de subordination du bail d'exploitation des substances minérales de surface aux conditions d'exercice. Il y aurait 252 autorisations en ce sens-là. Le retrait de la période de validité d'1 an pour l'autorisation de diriger ou de maintenir une installation temporaire sur un droit exclusif d'exploration. Le retrait de l'obligation de transmettre un compte rendu annuel des travaux d'exploration compte tenu qu'ils doivent déjà le faire. Alors, je pense quand même qu'on n'est pas dans une ouverture qui est si grande, non? Bien, écoutez, je comprends où vous voulez amener la discussion, puis nous, dans notre projet, dans notre mémoire, on comprenait que finalement, vous avez ciblé les actions concernant le secteur minier à une dizaine de dispositions. Donc, on vous a fourni nos commentaires à l'égard des 5 qui attirent principalement notre attention. Vous pouvez donc comprendre que pour nous, l'idée de passer de 6 mois à 1 an pour l'émission de permis concernant l'érection de tentes de prospecteurs, pour nous, ça ne fait pas une grande différence. Si pour vous, ça en fait une, on peut vous laisser le champ libre sur la question. C'est pas ça qui change la donne au final sur le territoire. Donc nous, on a vraiment souhaité contribuer positivement à votre effort de se dire, bien, on va réduire, on va limiter l'embourbement de la machine administrative en disant, bien, écoutez, au lieu de dire qu'on va empêcher les renouvellements d'ATI, pourquoi on ne permettrait pas de les renouveler, mais tout à une durée égale de 3 ans, les harmoniser avec les claims miniers? On a juste simplement voulu se prêter au jeu, vous offrir des idées pour rendre les choses encore plus simples. Mais sur votre question plus large, que vous évoquez, de dire pourquoi on fait ça? La course aux minéraux critiques, ça ne devrait pas justifier tous les efforts qu'on déploie pour servir les intérêts de l'industrie, selon nous. Puis je comprends ce que vous disiez tout à l'heure de oui, il n'y a personne qui va m'acheter, je ne suis pas à la solde des lobbies, mais ultimement, on le sait, les lobbies, année après année, vous fournissent des suggestions d'allègement réglementaire, puis c'est pour ça que vous avez déposé le projet de loi. C'est ça qu'on a dit. Et nous, on veut simplement souligner le fait que ce n'est pas à l'industrie minière de fixer à quoi servent les minéraux du Québec. C'est à l'État, c'est à la société civile de décider qu'est-ce qu'on en fait. Et nous, ce qu'on vous dit de notre analyse indépendante, on ne travaille pas pour les lobbies, on ne travaille pas pour l'État, vous l'avez dit, on est mu par un sentiment collectif. Ce qu'on trouve, qu'on entend de la part de la société civile, c'est de dire nous consommons trop. Alors pourquoi, tant qu'à faire un projet d'allègement réglementaire, on n'irait pas dans l'idée de dire on va limiter nos excès en consommation de minéraux, en exploitation, en importation, puis on va viser une société qui est plus sobre parce que de cette manière, on peut totalement arriver à l'atteinte de nos objectifs économiques pour les régions en faisant de la transformation des ressources minérales qu'on exploite qui sont nécessaires. Puis on a
souligné souvent des avenues intéressantes à ce sujet-là, mais là, on a l'impression plutôt que l'idée, c'est de dire on compétitionne avec les autres provinces pour avoir le plus de mines partout en même temps, sans trop se poser la question pourquoi on le fait. Puis c'est ça qu'on trouve un peu déplorable. Puis voilà, c'est notre lecture de la situation. Je tiens à vous remercier. Je ne sais pas si des collègues avaient soulevé de mon côté. Non, ça va. Merci beaucoup. Intervention. Oui, allez-y, Mme la députée Labelle. Merci, M. le Président. Au sujet de l'acceptabilité sociale, est-ce que la préséance des mines, j'aimerais vous entendre là-dessus sur les municipalités. Est-ce que c'est encore à propos? Je vous remercie. Je peux peut-être laisser Émile, si tu veux. Volontiers. C'est sûr que c'est encore un grand sujet pour nous que cette histoire de préséance de l'activité minière, étant donné qu'on la voit comme génératrice de conflits presque inévitables dans les usages du territoire, dans la mesure où l'acquisition d'un claim se fait sans grand encadrement. C'est encore possible d'acquérir un claim avec une simple carte de crédit et un accès Internet depuis partout à travers la planète, en 30 minutes à peine. Et ce titre minier confère une préséance aux activités qui sont déployées sur le territoire, effectivement, des municipalités, des communautés autochtones, des individus. Depuis la réforme de 2024, il y a heureusement certaines limites à l'exploration minière sur des terres privées, ce qui est une avancée notable, intéressante. Ceci étant dit, cette préséance cristallise un rapport de force qui est inévitablement générateur de frustration au sein des individus qui peuvent avoir des rêves différents de ceux de l'industrie minière pour les usages du territoire et les occupations. Et ne favorise tout simplement pas un débat ouvert sur la suite d'un projet proposé, dans la mesure où on sait qu'il a de toute façon préséance et qui, selon toute vraisemblance, va recevoir les autorisations nécessaires pour continuer à se développer ou pour entretenir les activités nécessaires à son développement. Donc, évidemment, pour nous, c'est encore le nerf de la guerre que d'adresser toute cette dynamique extraordinairement problématique que génère la préséance conférée à l'activité minière, qui lui est par ailleurs conférée depuis les fondements même de la loi sur les mines, qui remonte à aussi longtemps que le 19e siècle. Donc, évidemment, ça vaudrait le coup d'ouvrir le débat sur cette grande question. Merci. Merci. On enchaîne avec le député Jacques Cartier. La parole est à vous. 12 minutes 23 secondes. Oui, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question un petit peu plus philosophique et c'est peut-être de jumeler, excusez-moi, de mieux comprendre un petit peu votre vision de l'industrie minière. Et c'est vraiment juste d'avoir votre pensée. C'est pas des critiques envers vous autres. C'est juste. Je veux commencer avec le fait que, dans votre mémoire sur la page 26, vous parlez du fait que nous sommes un État moyen et le Québec doit trouver les façons contre les trois puissances impériales des États-Unis, la Russie et la Chine de mieux contrôler nos propres ressources. Je comprends ça. Mais en même temps, dans votre mémoire, vous êtes contre l'agenda gouvernemental de la militarisation de l'économie. Je suis une historienne par formation. Je comprends très, très, très bien toute l'histoire autour de la Première Guerre mondiale. Je suis d'accord avec vous, l'armement, c'est un pas vers la guerre. C'est dangereux. Je suis là. Mais je suis aussi une réaliste. Nos voisins autour de nous, les Américaines et les Russes dans le nord, puis les Chinoises dans l'ouest, sont pas nécessairement toujours nos amis. Alors, pour vous autres, comment le Québec et le Canada peuvent naviguer des eaux, excuse-moi, des eaux, je ne sais pas si c'est de toute façon troublant. Oui, dans le contexte actuel. C'est juste, je pose des questions parce que je suis curieux de penser qu'est-ce que vous pensez de cette question-là. Merci beaucoup, M. Kelly, pour votre question. En fait, nous, on s'est retrouvés d'une année à l'autre à devoir se saisir de cette question-là. Sans cachette, là, on n'a pas fait d'études poussées en histoire comme vous. Et en fait,
en congrès, on a tenu un congrès en novembre dernier, ça a retenu l'essentiel de nos discussions, puis je vais être très transparent avec vous. Je pense que pour l'ensemble des Québécois et Québécoises également, c'est une situation nouvelle dans laquelle on doit se prononcer. Mais pour répondre à votre question, ce qu'on observe cependant, sans prendre position clairement sur doit-on miser toutes nos ressources naturelles sur la question de la défense, avant de se prononcer sur la question, nous devons reconnaître, puis c'est l'argument qu'on met dans notre mémoire, que dans l'état actuel des choses, l'État du Québec n'a pas de contrôle sur qui va venir exploiter ici, puis qu'est-ce qu'on va en faire de nos ressources. Puis c'est ça qu'on vous invite à faire dans ce projet de loi-là et dans les autres à venir, parce qu'à partir du moment où l'État, le ministère du Conseil exécutif, c'est pas mal le plus haut ministère, bon, reconnaît qu'il faut revoir notre état de dépendance aux États-Unis, comment pouvons-nous accepter que des projets soient financés directement par le département de la guerre des États-Unis en Outaouais et que des proches, très proches, là, à un bras de distance du président des États-Unis, soient à la tête de compagnies minières qui visent à exploiter des terres rares sur le territoire du Québec? Comment c'est possible de laisser des choses aller de cette manière et même de mettre en place des lois pour accélérer leur développement? Puis c'est carrément le cas, là. Je parle du projet Strange Lake. Le ministre des Finances a souligné qu'il voulait voir ce projet-là inscrit sur une liste de projets désignés comme prioritaires pour l'État du Québec, alors qu'on voit très bien que des intérêts qui nous sont hostiles et qui sont autoritaires, qui parlent d'annexion et qui convoitent nos ressources naturelles, sont derrière ces intérêts-là. C'est pour ça que nous, on espérerait comme société civile, je ne parlerai pas au nom de tous les Québécois, mais pour notre groupe, nous espérions que les parlementaires se saisissent de ces questions-là, fassent venir des gens qui sont experts sur les questions, puis nous observons cependant, alors que les yeux sont tournés vers la militarisation, mais je pourrais aussi dire vers l'intelligence artificielle, vers les centres de données, on observe que c'est une complète diversion de la justification que nous donnait l'industrie minière pour ses opérations depuis des années sur la question de la transition énergétique. Alors, tant qu'on parle de la guerre, puis des centres de données, puis de l'intelligence artificielle, quelle place on laisse pour les minéraux, pour la transition énergétique? Est-ce qu'on ne devra pas encore exploiter davantage que ce qui nous était proposé? C'est là où on se dit jusqu'où ça va aller. Puis, c'est dur de résumer une pensée aussi complexe, là, mais merci pour votre question. Elle est très pertinente. Oui, je pense que vous aviez fait ça, je comprends mieux. Et quand même, un point où je suis d'accord avec vous autres, c'est sur les choix. On a eu des discussions avec le ministre de l'époque pendant les interpellations. Ma collègue de Verdun, je crois, était présente. Mais cet élément-là que, oui, sortir des minéraux de nos terres, c'est bien correct, mais le manque de transformation ici est un peu problématique. Et si on regarde l'exemple chinois avec les batteries, A à Z est fait pas mal tout sur leur territoire et la chaîne de valeur, c'est comme incorporé dans les mêmes entreprises. Je ne dis pas il faut répéter cet exemple-là, mais le lithium, souvent, qui est trouvé en Chine, va aller directement dans leur batterie et au minimum, cette structure qui est créée. Alors moi, je dis, on sort tous ces minéraux-là, mais ils sont transformés ailleurs. Et ça, c'est un peu une perte pour l'économie du Québec parce que je suis d'accord avec vous. Pour les panneaux solaires, moi je crois dans l'énergie solaire, les panneaux solaires c'est une partie de la solution de produire plus d'énergie rapidement, mais ça va prendre certains minéraux stratégiques et pourquoi pas fabriquer tout ça ici en place, comme vous avez mentionné dans votre mémoire, dans les places où il n'y a pas de dignité humaine, puis on va se dire, ils utilisent des esclaves pour sortir le cobalt en Congo, là, il y a des exemples comme ça. Alors, des fois aussi, je me dis, c'est mieux aussi de sortir des minéraux ici que dans les autres juridictions parce qu'au minimum, oui, on peut faire plus pour protéger notre territoire, mais au minimum, on fait quelque chose aussi. Alors, je trouve aussi, et vous autres avez clairement dit que vous n'êtes pas contre le développement de l'industrie, mais c'est cet équilibre dans une industrie qui est hautement liée à des marchés internationaux et c'est certain que c'est complexe et je pense que vous soulevez des bons arguments sur ce côté-là. Mais je suis là avec vous autres sur la transformation, plus de transformation aussi quand c'est possible. Et aussi cette idée de recycler certains minéraux si c'est possible.
ou quand même de prendre avantage des mines existantes, sortir certaines minérales ou minéraux qui sont dans le sol qui étaient déjà fouillés. Alors, je lançais plein, ça c'est plus un commentaire, mais je ne sais pas si vous avez des autres commentaires que ce que moi je viens de dire. Mais c'est intéressant les idées que vous avez mis de l'avant. Un petit mot, puis Émile, je te laisse le temps après, mais sur la question de la solidarité internationale, on comprend vos propos, mais je ne peux pas m'empêcher de souligner parce que ça fait 2 fois en quelques années qu'on est convoqué ici, puis on entend le même élément pour justifier davantage d'exploitation minière ici, parce que ce serait mieux de le faire ici qu'ailleurs. Je veux simplement mentionner, par souci de respect et de compassion pour les gens que vous avez nommés qui sont soumis à des conditions humaines abjectes, inhumaines, je devrais dire, dans d'autres pays pour exploiter des minéraux, entendons-nous, ces gens-là sont exploités pour que nous puissions utiliser ces minéraux. C'est l'Occident, c'est les sociétés de consommation qui mettent cette pression-là partout sur la planète. L'État canadien a imposé son code minier dans plein de juridictions à travers le monde et c'est la manière d'exploiter des mines industrielles. Alors, je veux simplement dire, par respect pour ces gens-là qui subissent, qui voient leur vie comme complètement abrutis là, par notre surconsommation. Les mines du Québec, c'est pas juste les mines à l'intérieur de nos frontières, ce sont les mines partout dans le monde où nous approvisionnons en minéraux. Puis là, si le Québec arrive à un point où on dit, ben, on veut moins de mines sur notre territoire par souci d'harmoniser nos relations avec les gens sur place, ayons le même respect pour les gens qui sont ailleurs dans le monde. Et c'est pourquoi ça nous mène à devoir réduire notre empreinte minière partout, pas juste sur à l'intérieur de nos frontières. Raison et un bon exemple, c'est OpenAI qui a pas mal bâti tout le logiciel, le Large Language Model sur le travail qui était fait par les gens en Afrique puis en Amérique du Sud. Ils ont été pas bien payés puis étaient coupés trop rapidement puis tous les profits, tout l'argent, c'est à Silicon Valley. Il n'y a pas vu des retombées pour eux autres et tout en ordre, on peut poser des questions à ChatGPT sur pourquoi je suis triste aujourd'hui, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, mais c'est vraiment triste comment on a pris avantage des personnes dans les pays émergents pour ces technologies et les bénéfices pour eux autres n'étaient vraiment pas là. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour votre commentaire. Ouais. Merci. On poursuit avec la députée de Verdun. 4 minutes, 8 secondes. Merci, M. le Président. Merci beaucoup pour votre présentation. J'aimerais ça vous amener sur un élément du projet de loi que vous n'avez pas commenté, mais je pense que votre expertise peut nous être utile. Alors, dans le projet de loi, il y a une proposition d'allègement du fardeau des exigences envers les entreprises, un ratio de 2 pour 1, c'est-à-dire que pour chaque exigence qui est introduite, il faut réduire ou enlever 2. Je vous avais dit, vous avez travaillé beaucoup sur l'encadrement de l'exploration minière, puis j'ai le goût quand même prendre le temps de nous rappeler collectivement que c'était quelque chose dans lequel il n'y avait pas de cadre, puis que peu à peu, nous avons introduit des choses pour limiter, entre autres dans le sud du Québec. Vous avez parlé de la propriété privée, puis j'interpelle aussi ma collègue ici de Labelle, qu'elle connaît des cas, et j'ai eu la chance de visiter sa circonscription, entre autres, quand vous voyez cette explosion des claims miniers. Bien sûr, la réforme n'était pas parfaite. Ceci étant dit, il y a eu des exigences qui ont été introduites dans l'exploration minière. Si on appliquerait aujourd'hui les 2 pour 1 dans l'étude, dans la façon comme il y a eu un travail à l'Assemblée nationale afin d'encadrer ces pratiques-là, comment vous verrez l'application d'un 2 pour 1 pour ces compagnies-là et dans ces contextes où il n'y avait pas de réglementation auparavant? Mel, est-ce que tu veux te lancer ou comment tu vois ça? Ben, c'est sûr que de nous deux, c'est toi le juriste, mais de mon œil de jeune homme qui me confronte à la chose et qui voit qu'on a historiquement arraché quelques acquis aux différents gouvernements au fil de luttes citoyennes et environnementales exténuantes, parfois même violentes dans bien des cas. Il me semble qu'on a relativement peu d'acquis comparativement à ce qui a été octroyé dans l'histoire de l'industrie minière du Québec et que cette règle du 2 pour 1 par souci d'allègement réglementaire est relativement dangereuse dans la mesure où la seule chaire dans laquelle on pourrait couper pour alléger le fardeau réglementaire en est un qui est
strictement minimal pour assurer une protection, mais de base aux citoyens et à l'environnement. Donc, effectivement, ça m'apparaît plutôt problématique comme disposition à introduire ou à respecter, ultimement. Mais Rodrigue a peut-être... Alejandra, pardon, est-ce que vous aviez autre chose à... Non, mais si vous voulez ajouter, parce que avec votre présentation, je me plongeais dans cette commission-là où ce que justement, il y a une absence de réglementation et que là, on était en train, oui, d'ajouter des exigences. Et vous l'avez dit, là, c'était où est-ce qu'on va aller enlever, est-ce qu'on enlèverait ailleurs? J'aimerais ça vous entendre aussi sur des... Vous avez parlé de la protection d'air protégé, c'est tout un travail pour lequel vous avez fait Et donc, si on introduit une exigence de protection, où est-ce qu'on va aller chercher les deux autres? Oui, bien, c'est là où on est un peu... on attend finalement de voir la liste quand les différents ministres qui se prononcent, puis je ne veux pas juste attirer l'attention sur le ministre en charge de ce projet de loi-là, c'est à travers les années passées, on a observé qu'on lançait le nombre de permis nécessaires à obtenir pour opérer une mine, c'est que finalement, on n'a jamais vu cette liste-là. Puis là, vous l'avez vu dans notre mémoire, on a tenté de les comptabiliser, puis on comprend que oui, il faut peut-être avoir des dizaines de claims miniers, puis si on les compte chacun, ça peut en faire plusieurs, mais ça reste que ce sont des autorisations très faciles à obtenir pour certaines. Il y en a d'autres peut-être qui peuvent avoir un niveau de complexité, puis ça, on va laisser l'État gérer ça, là, puis on le voit, c'est l'objectif aujourd'hui, puis on peut se prêter de bonne guerre à ce travail-là en suggérant, OK, ben telle chose, vous pourriez... Mais nous, vraiment, où on voit que l'État peut gagner en efficacité, c'est au contraire, pas en enlevant des mesures réglementaires, mais en ajoutant un filtre davantage. Merci, messieurs. Ouais. Désolé, je dois malheureusement mettre fin à la période d'échange. Merci à vous deux pour votre belle collaboration à cette commission. Alors, la commission ajourne ses travaux au jeudi 5 février 2026. Bonne soirée tout le monde. À demain.